Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Bienvenue Christelle dans ce 3e épisode de podcast. On ne se connaît pas en fait, on se voit aujourd'hui pour la première fois. Déjà c'est hyper chouette de t'être rendu disponible comme ça. Est-ce que tu peux peut-être en 2-3 phrases te présenter, nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants de 4 ans, bientôt 2 ans et 6 mois. Et puis, je suis éducatrice sociale. Voilà. Ok, waouh, 3 enfants qui sont hyper rapprochés. C'était un choix de les avoir rapprochés comme ça? Oui, je voulais vraiment être dans la petite enfance une fois, dans les couches une fois, les poussettes, les lits parapluies à transporter partout une fois. Regrouper Voilà, le exact. truc. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait te demander pour savoir qui est Christelle? Je pense que ce qui est important à savoir, c'est que je suis toujours joyeuse, toujours positive, souriante et au taquet, pleine d'énergie. Je Trop garde bien. beaucoup de choses pour moi. Enfin, de l'extérieur, je suis toujours bien et heureuse. J'essaie Ok. toujours de positiver. Qu'est-ce que tu as comme souvenir, comme peut-être un moment charnière dans ta vie où, tu sais, on parle parfois d'un événement qui a fait que tu changes de comportement, de manière de penser ou, Je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler dans la petite enfance. C'est quelque chose qui m'a... Je pense que j'avais déjà certaines idées avant, mais je suis rentrée dans la petite enfance, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler. C'était un moment où je me suis rendu compte très très vite de beaucoup de choses en lien avec la réalité autour, tout ce qui touche autour de l'enfance. Qu'est-ce que tu entends par beaucoup de choses en lien avec la réalité? La réalité peut-être, pas de ce que c'est d'avoir un enfant parce que du coup j'en avais pas, mais de ce qui touche aux moyens de garde ou ce qui est prenant, à quel point la petite enfance c'est prenant pour les parents, à quel point ils naviguent entre plein de choses, entre plein de conseils, entre le travail, la garderie, les maladies et toutes ces choses-là. Et ça a fait quoi chez toi? Déjà ça m'a formée dans mon travail, vraiment. Ça a fait la professionnelle que je suis aujourd'hui. Ça a fait aussi sûrement la maman que je suis aujourd'hui et ça m'a fait que j'avais envie de me battre pour quelque chose et puis que pour moi, mon métier, il est politique aussi et je peux pas fermer les yeux sur cette réalité en lien avec l'enfance. J'essaye de faire avancer les choses au quotidien. Je pense que je fais encore peut-être pas assez, mais je me dis qu'avec des petits pas, avec des petites gouttes, ça fait un océan. Mon métier est politique. Oui. Euh, Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Je pense que je fais un métier social, je fais un métier en lien avec l'accueil des enfants, en lien aussi avec la parentalité. Et actuellement en Suisse, je pense que tout ce qui touche à la parentalité et aux enfants, c'est de loin pas la priorité. Et on a encore un gros et long chemin à faire. Au quotidien, je peux pas juste m'occuper et suivre des enfants et aider dans l'éducation en micro. Je suis obligée de faire un travail en termes de macro et de faire bouger les choses et de faire prendre conscience aux gens que déjà les places de garde, il y en a de loin pas assez. La réalité avec les maladies quand les enfants sont malades et que les parents doivent rentrer, enfin toutes ces choses-là. Je peux pas fermer les yeux et juste faire mon travail au quotidien sans faire plus. Et ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que c'est aussi une raison pourquoi finalement tu avais envie de partager ce que tu as vécu dans ce podcast. C'est aussi de parler, d'élever ta voix sur un sujet qui te tient à cœur. Oui, vraiment. Je trouve que tout ce qui est en lien avec la maternité, c'est encore très, très tabou. On est chacun dans nos maisons avec nos enfants et il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit dans nos têtes, dans la vie de notre quotidien. Chacun reste chez soi et on n'ose pas dire ce qui se passe, on n'ose pas dire quand ça va pas et on n'ose aussi pas appeler à l'aide. Ouais. Ça résonne beaucoup sur ce que j'ai vécu aussi et ce que je vis et ce que j'ai appris aussi en tant que maman, clairement. J'ai presque envie de dire que c'était une belle désillusion à Ouais, certains moments. oui, effectivement. Vraiment. Mais par contre, toi, tu es partie avec un pas d'avance parce que tu t'es rendu compte de tout ça quand tu as commencé à travailler à 18 ans. Et puis, ça t'a vraiment porté Oui, pour la suite. oui. Qu'est-ce qu'on t'a donné une fois comme conseil ou qu'est-ce qu'on t'a dit une fois que tu
te souviens, enfin le premier truc là qui te vient instinctivement, où c'est pas forcément un conseil, hein, mais qu'on a pu te dire et que souvent t'y reviens? Le truc qui me revient souvent, moi qui suis en plus un peu colérique, c'est le fait qu'il faut surtout pas crier, sur ses enfants. OK. Je me rappelle la première fois que j'ai crié sur ma fille, j'ai été chercher sur internet ce que ça faisait et on trouve des trucs horribles sur les effets sur le cerveau, sur, le psychologique et sur son estime d'elle-même à ma fille et c'est le truc que j'entends souvent et j'ai l'impression que c'est un des trucs qui est le plus tabou dans la maternité. On est assez, je pense que c'est ce qui fait qu'on reste chez soi, mais le fait que, bah, c'est moi qui choisis d'avoir des enfants et puis que du coup on doit les assumer et ça c'est de manière générale en fait, que ça soit en garderie aussi quand on appelle les parents et puis qu'ils doivent venir chercher et puis qu'eux ils discutent un peu parce qu'ils peuvent pas quitter leur travail, ben, j'ai déjà entendu des phrases, bah, en fait il faut venir les chercher, ils sont malades, il faut assumer puis il faut faire en sorte, ou les parents qui sont en vacances puis qui mettent quand même les enfants à garder, enfin il y a toujours une chose de fait d'assumer ses choix. Et ça te résonne quoi ça? Ça me résonne que moi, je pense toujours collectivité. Je pense on doit être une société Mmh. collective et en fait, bah, les enfants, on les fait pas, c'est pas pour nous seulement, mais ils nous appartiennent pas et en fait, on doit penser collectif. Ils font partie de la société aussi et je pense que le fait d'assumer, c'est assumer ensemble, collectivement, que ça soit les moyens de garde, que ça soit les employeurs, que ça soit voilà, Mmh. c'est un choix collectif, en fait. Un choix collectif de faire perdurer la Voilà. société, la vie à quelque Exact. part. Quel sujet te brûlait quand, tu m'as écrit pour, venir, parler à ce podcast? Le sujet qui me vient et qui me hante d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est, ce que j'ai vécu, après la naissance de ma fille, la dépression que j'ai fait et qui est en lien aussi avec, le retour au travail beaucoup trop prématuré de mon mari. Toutes les choses qui ont suivi, cette solitude que j'ai vécue vraiment. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans une solitude totale, face à ma fille et face à un nouveau-né, en fait, que finalement, j'avais beau être, en partie du métier, en fait, je savais pas plein de choses. C'était la première, hein? Oui, Elle a 4 ans, hein, maintenant. oui. Quand tu dis, «Ça me hante encore», comment ça te hante? Ça me hante parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses dans cette solitude. Il s'est passé aussi beaucoup de colère envers ma fille et qu'elle n'avait pas demandé. Elle n'a pas demandé d'être là et tout et moi, j'étais vraiment mal. J'étais pas forcément toujours, très adéquate avec elle, que ça soit émotionnellement, que ça soit ma présence et cetera. J'ai eu beaucoup de peine avec plein de choses. C'est une petite, qui est très sensible et qui est tout dans l'extrême au niveau des émotions et puis, tous les jours, je me dis que c'est de ma faute, en fait. Mmh. On peut revenir un petit peu, du coup, en arrière et Mmh. puis, tu m'expliques un petit peu comment ça s'est déroulé, quand vous avez su que vous alliez être Oui. parents, comment ça s'est passé? On a su très rapidement, enfin, on a commencé à essayer, je suis tombée enceinte, du premier coup. J'ai annoncé, à mon mari, un 1er janvier parce que c'est la date, où on s'est mis ensemble, le 1er janvier, donc voilà, j'ai fait le test le matin. Ah bah, heureusement que c'était pas au mois d'août, hein, Oui. parce que sinon, C'est vrai. c'est chaud. C'est bien tombé, en fait Ouais, et je me suis dit que j'allais faire ce test ce jour-là. OK. J'étais à peu près convaincue d'être enceinte et puis, je l'ai annoncé, à lui et en même temps à plein d'amis parce qu'on avait tous dormi, chez nous, par terre au salon pour le nouvel an. Il était tout content. Moi, j'étais encore, dans mes années de bachelor, donc il me restait 6 mois et du coup, enfin, Attends. oui, désolée. Je peux aller l'arrêter au cas où? Non, non, c'est Ah, c'est bon. bon. Je fais une petite interruption en plein montage de cet épisode de podcast. C'était pas vraiment voulu qu'il y ait une horloge qui se mette en marche en plein entretien, avec Christelle. Mais j'ai décidé de le laisser, c'était juste bon, déjà moi je trouve que c'est drôle, on a bien rigolé. Mais j'espère que vous aussi d'ailleurs. C'est aussi pour ça que ce podcast s'appelle Bref, c'est la vie. On peut pas toujours tout gérer. Faut aller avec ce qu'on a, faut aller de l'avant, faut faire, on améliorera, on ajustera la prochaine fois. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça drôle, dans le prochain épisode qui sortira avec Gaëlle, bah on a eu plein de rebondissements et c'est vraiment ça qui fait aussi ce podcast, c'est la vie. Du coup, je vous laisse avec la suite. Et après, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est bien passé, j'ai eu une très belle grossesse, il y a, tout de suite évidemment des petites angoisses qu'on parle pas toujours, mais qui sont Ouais. montées dans la réalité de: «Ouh là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais avoir un enfant» et cetera. Mais la grossesse ça a été, nickel, enfin j'ai travaillé, jusqu'au bout sans baisse de pourcentage, enfin jusqu'à la veille de l'accouchement,
Il y a eu, cette année-là, il y a eu la période du Covid, donc en fait, on a été arrêtés, 2-3 mois de travail. Puis en fait, du coup, on a travaillé un peu pour ma mère et tout, donc on était pas mal ensemble. Enfin, c'était vraiment, trop bien. Une grossesse au top, de rêve. Et puis, on a bien profité jusqu'au bout, on était contents. On a déménagé, peu de temps avant, la grossesse pour, avoir un appart, autre, un peu plus adapté. Donc le Covid, pour toi, tu fais aussi partie de ces personnes pour qui c'était pas si terrible ou bien? Alors la première partie, ouais. La première vague, effectivement, bah, j'ai eu congé pendant 2 mois et j'ai pu travailler pour ma mère, faire des livraisons. Et du coup, bah, finalement, elle me payait, donc en fait, je gagnais un peu plus d'argent et j'avais tous mes après-midi avec mon mari. On allait se promener, on allait se balader, c'était incroyable. Après, il y a eu le contre-coup avec la deuxième vague et puis quand j'ai eu ma fille. T'es allée, enfin la grossesse s'est bien passée, t'es allée au terme, J'ai accouché le jour du terme. le jour du terme, ok, précisément. Oui, vraiment Et précis. puis du coup, t'as accouché où? J'ai accouché au CHUV, Au CHUV, ouais. voix basse, un accouchement qui s'est aussi très bien déroulé, Ok. une équipe au top, enfin vraiment, on peut pas rêver mieux. Ok, ouais, c'est cool. Mais il y en a aussi, et je pense qu'on parle aussi beaucoup des accouchements traumatisants et tout ça, mais il y a aussi des accouchements qui se passent super bien. Et puis, c'est pas parce que tu as une grossesse au top que tu as un Exact. accouchement au top. Et c'est pas le contraire est vrai Oui, aussi. Enfin, voilà, il n'y a exactement. vraiment pas de règle. Exactement. Et du coup, après, alors, parce que tu disais que ton mari n'avait pas eu un congé, en fait, tu peux m'en dire un peu plus? Alors en fait, il a eu une semaine, de 5 jours à l'époque de congé paternité. Et puis lui, il avait des heures supplémentaires qu'il avait demandé de placer à la suite, de ce congé. Et en fait, il s'est avéré que pendant qu'il était en congé, on l'a rappelé en lui disant qu'en fait ces heures supplémentaires n'existaient pas et puis du coup, lui ont demandé de revenir. Il est reparti au travail, vraiment, du jour au lendemain en fait. En fait, c'était quoi qui était prévu? Alors de base, il devait rester que 2 semaines à la maison. On n'avait pas forcément réfléchi à autre chose, à peut-être prendre un congé non payé ou à qui c'est qui prendrait le relais. Ma mère, elle avait dit qu'elle passerait. Enfin voilà, il y avait eu ces discussions comme ça, mais on n'avait rien organisé. En fait, moi j'étais assez... j'ai tellement rêvé depuis que je crois que je sais parler d'avoir des enfants que je me suis dit, mais en fait, c'était peut-être le côté que j'idéalisais où je me disais, mais je travaille aussi dans l'enfance et tout, ça va aller, ça va le faire. J'ai voulu cet enfant tellement fort qu'en fait, ça Il n'y a va pas de aller. raison. Voilà, dans ma tête, c'était bon et puis j'étais heureuse de vivre ça et donc il n'y avait aucune chose qui allait se passer mal, en fait. Hmm. Jusqu'au moment où il est retourné travailler, en fait. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé, alors déjà 2, 3 jours avant, j'ai commencé un petit peu à stresser parce que j'avais pas mal de douleurs. Après une demi-heure que j'étais debout, ça me faisait vraiment mal en bas, comme s'il y avait un poids qui appuyait. Et puis là, mon mari, il m'a dit, mais je pense qu'il faut que tu restes couché en fait jusqu'à ce que je reprenne le travail parce que sinon ça va pas le faire. Donc déjà là, il y a eu un petit coup de stress, mais après je me suis dit, ah ça va aller, je vais gérer. Donc je me suis reposée pendant 2, 3 jours vraiment à fond. Les douleurs ont disparu, donc ça c'était bon, j'étais rassurée. Et puis après, quand il y a eu ce téléphone du secrétariat comme quoi il avait pas ses heures supplémentaires et qu'il devait repartir, là j'ai commencé un petit peu à paniquer, à me dire mais qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner au travail plus tôt, on n'a rien préparé en fait. Pour autant qu'il y ait quelque chose à préparer, mais oui, moi je voulais me préparer psychologiquement, organiser comment est-ce qu'on allait faire et tout. Et en fait, bah, du coup, il est reparti le lendemain. Et puis bah, là, ça a été horrible en fait, une solitude. Très très prenante. Vraiment, je me suis sentie seule et il y a eu cette deuxième vague de Covid qui arrive en même temps. Donc ma mère, elle a eu son pire moment dans son magasin et du coup absolument pas disponible pour moi. Et vraiment, elle était toute seule aussi et elle devait tout gérer. Et en fait, voilà, puis tout le monde restait de nouveau un petit peu chez soi et voilà, vraiment une solitude horrible. Tu parles de solitude, mais c'est quoi que tu as ressenti? J'étais mal en fait, enfin, j'avais un nouveau-né avec moi et il y avait plein de choses finalement que je ne savais pas faire. Et j'avais un allaitement qui était difficile aussi. C'était difficile aussi de l'avouer à l'extérieur. Quand ma sage-femme, elle venait, ben, finalement, je lui disais que ça allait. Mais tu te rendais compte, toi, que ça allait pas? Je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai commencé à réaliser quand j'avais justement ces accès de colère. Et ça, c'était combien de temps après l'accouchement? C'était, je pense, près. environ un mois. J'aurais dit 3 semaines, un mois après l'accouchement.
Et vraiment, j'en pouvais plus en fait, et je me rendais compte aussi avec ma maison qui ressemblait plus à rien, j'arrivais plus rien à gérer. Tout était tellement compliqué de garder rangé, de nettoyer, même de se reposer. Quand c'est qu'on se repose, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais me reposer, est-ce que je range la maison, de savoir quand c'est qu'il fallait nourrir ma fille ou pas, quand elle pleurait, est-ce que c'était de la fatigue ou pas. Enfin, c'était rempli de questions et en fait, j'avais personne vers qui me confier ou vers qui en parler. Ou je pouvais pas me tourner vers mon mari et lui dire tu penses qu'elle a faim ou tu penses qu'elle a sommeil, est-ce qu'on essaie de l'endormir ou pas. Quand on l'a posée aussi, quand on la pose puis que finalement on croit qu'elle dort puis qu'après 5 minutes elle pleure, tout était horrible. J'ai une chienne et d'aller promener c'était compliqué, de sortir avec la poussette, c'était compliqué, enfin tout. Je me suis mise à, des fois, je comptais les heures jusqu'à ce que mon mari rentre, je le guettais devant la fenêtre, vraiment. Et quand il rentrait dans la maison, c'était horrible, mais il avait même pas le temps d'enlever ses chaussures, que soit je lui donnais la petite, soit je sais pas, je partais, soit je me mettais à faire des tours en voiture des fois, parce que évidemment ça calmait ma fille, et puis parce que ça passait le temps. Et j'allais me promener en voiture, mais des fois je faisais juste le tour du quartier en boucle, comme ça, et juste pour faire passer le temps. Il y a ce blocage lié à ce tabou où on n'ose pas s'avouer vaincu, en fait, oser dire que non, on n'y arrive pas. C'est difficile, oui. ouais. Et c'est vrai que j'ai des exemples dans ma famille où les différentes mamans qu'il y a eu dans ma famille, elles ont toujours été seules, et puis c'était la réalité en fait. Elles vivaient seules, elles avaient les maris mais ils travaillaient beaucoup, et puis c'était aussi une autre époque où c'était aux mères de s'occuper, et puis que c'était une autre réalité qui perdure encore, hein, souvent. Ma mère elle nous a toujours beaucoup assumé seule, et ma grand-mère aussi, et j'ai toujours entendu ces récits familiaux et je me disais mais en fait c'est peut-être mon rôle et je dois assumer maintenant, et je n'osais aussi pas me plaindre, pas dire que ça allait pas, et du coup appeler à l'aide. Et le fait que j'ai voulu cet enfant, et le fait aussi peut-être que je sois du métier, de me dire mais je suis éducatrice, si même une éducatrice n'y arrive pas, qui c'est qui arrive, au fait, c'était compliqué. Mais en fait à ce moment-là, c'était comme ça. Oui. Et il n'y avait pas le choix. Oui. Non seulement on n'en parlait pas, mais en plus, il n'y avait pas de... Non. Il n'y avait pas de choix, quoi. Non, c'est ça. C'est quand même une grosse différence. Et là, tu avais quoi comme congé maternité, du coup? Alors, j'avais mon congé maternité qui terminait le 4 février. Ça me faisait presque 5 mois. Mais pas de moyen de garde. À la fin de ce congé maternité, j'ai appris après que j'avais une place en garderie pour le mois de septembre, l'année d'après. Okay. Donc, quand elle aurait 1 an. Donc de février à septembre, j'étais totalement coincée. Donc voilà, donc là ça a été aussi une organisation, comme j'ai toujours dit que je ne ferais pas, c'est-à-dire un tableau par semaine pour savoir dans quelle maison j'allais caser ma fille, parce que c'était la réalité, avec tous les jours un déménagement pas possible. Avant d'avoir des enfants, j'avais des principes, et puis j'ai Voilà. fait des enfants, hein, voilà, on le pose, comme ça c'est la base, on sait. On revient juste un petit peu en arrière, du coup on était à 1 mois finalement quand tu as commencé à crier sur ta fille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là pour toi Ça a été une claque en fait. Il y a une fois particulièrement où je me rappelle, elle était dans sa chaise haute et dans son petit transat. Je sais plus, je crois qu'elle pleurait ou ça allait pas, je comprenais pas ce qu'il y avait. C'était la fin de la journée parce qu'on était... Enfin, il commençait déjà à faire sombre, et c'est même pas que je lui criais vraiment dessus, mais je criais en la regardant des j'en peux plus, ou enfin vraiment, et c'était violent, et je me rappelle cette fois-là parce que j'ai pris mon attel et je l'ai lancé contre un mur en fait. Et j'avais mis de la musique pour essayer de la calmer et de me calmer, je pense, indirectement. Et ça marchait pas, et j'ai pris mon attel et vraiment il a volé contre le mur. C'est horrible parce que... Mais ça t'a fait quoi sur le moment? Mais je me suis dit que j'étais un monstre. Il y a ce moment où il y a cette colère qui sort, et d'un coup, ma fille vraiment, c'est horrible, mais elle s'est mise à crier, à pleurer beaucoup plus fort quand elle m'a entendu crier. J'ai l'impression qu'elle était terrorisée, franchement. C'est horrible à dire, mais dans ces moments-là, j'ai compris, j'ai jamais touché ma fille, j'ai toujours su la poser quand il fallait, etc. Je l'ai jamais brutalisée et tout, mais à ce moment-là, j'ai eu vraiment une pensée pour les parents qui secouent leurs enfants. Vraiment. Et je me suis dit, en fait, je comprends. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette force de s'arrêter comme moi je m'arrête. Et ouais, vraiment, j'y ai pensé plusieurs fois. Ouais, ça m'émeut un peu, Oui. parce que Désolée. c'est quelque chose par quoi je suis passée aussi. D'accord. Ouais. Et j'étais pas venue là pour pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est normal que ça résonne. C'est des sujets qui sont hyper importants. Et moi, je me rappelle aussi que je m'étais fait la réflexion. Mais je comprends. Oui. Je pense vraiment, alors aussi horrible que ce soit, Ouais. je peux le comprendre, parce qu'en fait, on est tellement à bout, et c'est tellement dur, et on est là, à ce moment-là, tout seul. Oui.
ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, ça t'a fait quoi de réaliser ça? Je me suis dit que c'était horrible et il y a eu une voix dans ma tête qui me suis dit: «Mais il faut que je demande de l'aide, là, il faut que je fasse quelque Mmh. chose». Parce qu'au final, le pas entre crier et secouer son enfant, il est tellement petit, Mmh. mais tellement Ouais. minuscule. Et c'était ma hantise de le faire et je me suis dit: «Mais c'est pas possible», donc voilà. Je sais pas, c'est la dernière force que j'avais où il y a jamais rien qui s'est passé de tel. J'ai très, très vite dit à mon mari, c'est vrai qu'on a toujours eu une relation où on s'est toujours dit les choses. Ça a été très compliqué, cette année-là entre nous, ça a été très, 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 très dur franchement, Donc dans votre relation de oui, couple? vraiment. Mmh. Parce que, au final, moi, je l'appelais à l'aide. Lui, il aurait bien voulu m'aider, mais au final, il avait pas trop la possibilité de le faire. C'est-à-dire que lui, il prenait un maximum le relais quand il rentrait le soir, le week-end, et cetera. Il essayait de, par exemple, de me laisser aller faire moi les courses, comme ça, Pour que j'étais tu sans puisses un délai. peu Ouais. souffler? Mais en fait, ça suffisait pas Mmh. pour moi. J'avais besoin de beaucoup plus. Je lui en voulais. À l'époque, en plus, on travaillait ensemble, donc j'avais les retours du boulot aussi des fois, et c'était une période qui allait pas du tout bien au travail. Il y avait un tout, en fait, qui allait pas, et du coup, c'était très, très compliqué dans notre couple. Qu'est-ce qui a fait que ça puisse se décanter? Ce qui a fait que ça s'est décanté, c'est quand on a donné notre démission tous les deux une année après. Notre démission a coïncidé avec le début de la garde de notre première, où finalement c'était organisé. Et voilà, enfin il y a tout qui s'est débloqué en même temps, si j'ose dire comme ça. Ça nous a permis de souffler, mais jusque-là, après, quand j'ai repris le travail aussi, enfin il y a rien qui allait, c'était tout le temps la course. Entre le moment où tu as crié sur ta fille et que tu t'es dit que là, il y avait quelque chose qui jouait pas, et tu en as parlé à ton mari, entre ce moment-là et puis après le moment où vous avez tous les deux démissionné et puis que ça a vraiment donné le tour, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, il s'est passé que les journées se ressemblaient trop, que j'ai recrié sur ma fille. J'ai pas plus agi de ce côté-là et je le regrette. Après, des fois, je me dis, bah, j'aurais pu aller voir mon médecin, mais au final, qui aurait pu venir m'aider à la maison? Personne. J'avais vraiment très envie d'en parler à ma mère, mais je lui en ai parlé longtemps après. Mais en fait, je voulais pas lui en parler sur le moment, parce qu'en fait, elle avait vraiment, mais vraiment pas le choix. Elle pouvait pas, en fait. Si elle venait, c'était son magasin qui coulait, en fait. Moi, je me suis beaucoup accrochée à mon retour au travail, en fait. J'avais besoin de... C'était le Ouais. bout du tunnel en Exact. fait. À tort, parce que du coup, ça s'est très très mal passé, mon retour au travail. Mais sur le moment, c'était ce à Ça t'a quoi je me permis raccrochais. d'avancer. Ouais, vraiment. Mm. Aujourd'hui, si tu pouvais refaire quelque chose, c'est quoi tu referais? J'organiserais beaucoup mieux mon congé, Avant. comme j'ai fait pour ma deuxième et mon troisième. On peut pas laisser une maman seule, en fait, après un accouchement. On a plein de choses physiquement aussi. Notre corps, il a subi quand même une grossesse, un accouchement. Enfin, c'est énorme ce qu'on vit physiquement, et puis au niveau des hormones aussi, et toutes ces choses-là, psychologiquement. Et on est avec un tout petit bébé. Quand je pars de la maternité, à chaque fois avec un de mes bébés, je me dis, mais mon Dieu, c'est un nouveau-né, puis on me laisse partir comme ça avec un Avec petit un tout être petit. vivant, et Mm. personne, au fait, sait comment je vais m'en occuper, ce que je vais faire avec, etc. Et chaque fois, ça m'impressionne que je parte avec, en fait. C'est chaque fois un petit coup. Avec le troisième, c'était aussi ça, Oui, même que c'était le oui, troisième, quoi. oui, vraiment. Et en fait, mes deux congés suivants, c'était pas du tout la même chose. Et j'ai été tellement entourée, et j'ai tout organisé. Tes deux congés matin, Oui, donc. exact. Et en fait, non, c'est pas possible. On peut pas accepter d'avoir une semaine, 10 jours de congé paternité. Un papa, il doit rester à la maison. Moi, j'aurais dit minimum 3 mois, en fait. Enfin, c'est un minimum. Les 3 4 premiers mois chez un bébé, il y a le rythme qui change toutes les 2 minutes, il y a beaucoup de fatigue, il n'y a pas les nuits, il y a plein de choses. Puis bah, le papa, on lui demande de s'investir au final, mais comment est-ce qu'il peut s'investir en n'étant pas là? Je me rappelle, pour ma première, quand justement il me laissait partir en course pour souffler, chaque fois je devais lui laisser un papier avec la quantité de lait, les heures, les choses comme ça. Puis une fois, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, c'est dingue que je dois te faire un papier comme ça, alors que c'est toi le papa. Puis il m'a dit, ah, mais je suis désolée. Et puis je lui ai dit, mais tu dois pas être désolée, en fait. C'est juste que tu sais pas, parce que 5 jours par semaine, t'es pas là pendant la journée, donc tu vis pas l'évolution, tu sais pas toutes ces choses-là. Ça m'avait vraiment marqué quand chaque fois je devais lui laisser un papier explicatif. Bah, je pense qu'il l'a très mal vécu aussi. Il devait en fait jongler entre tellement de choses. Il avait le sentiment de pas être présent pour nous deux, en fait, pour ma fille et pour moi. Alors que c'était vraiment pas sa vision de tout ce qui touche à En fait, c'est avoir un fou, enfant. c'est hyper culpabilisant aussi, hein, Oui. parce qu'on leur dit, en tant que maman, en tant que femme, on leur dit, mais sois là, viens, Oui. rentre.
Moi, je me rappelle aussi, mon chéri rentrait, je faisais pareil. Hein. Ouais. Je faisais, il me faut de l'air, quoi, Ouais, j'en peux ouais. plus. Et puis, d'un autre côté, ben, ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas se partager Exact. en deux. Et puis c'est dur aussi d'accepter qu'ils ne peuvent pas, quoi. Oui. Alors actuellement, j'ai une direction qui est incroyable, qui est tellement compréhensive. J'ai vécu 2 grossesses là-bas et ils mettent beaucoup de choses en place pour nous, mais que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les autres employés, ils sont très humains. Et avec eux, je suis d'une honnêteté totale, quoi. Vraiment, je dis les choses parce que je sais qu'ils vont recevoir ce que j'ai à dire et ils vont comprendre. Et ils voient aussi au quotidien, au final, le travail que je fournis. Donc, c'est du donnant-donnant, en fait. Tu disais que si tu avais pu changer une chose, ce serait de préparer mieux ton Oui. postpartum, ton congé mat et tout ça. Comment tu as organisé ça pour les 2 enfants qui ont suivi? Après, quand j'étais enceinte de la deuxième, il y a la nouvelle loi qui est passée concernant le congé paternité, qui est passée à 10 jours, incroyable. Mais déjà mieux que 5. On avait dit que mon mari prenait 6 jours à la suite de mon accouchement, et puis qu'après il avait ses 2 semaines à Noël. Donc au final, au total, ces 2 semaines accumulées, ça faisait à peu près un mois entre avant et après. Ouais. Et puis après, il avait des heures sup à reprendre, et du coup, il prenait congé en fait tous les lundis. Et en fait, j'ai accouché le jour où ils avaient décidé de fixer la date, donc c'est hyper bien tombé. On n'a pas dû se prendre la tête et se battre. Vraiment, ils ont dit que ça sera fixé le 12 décembre et j'ai accouché le matin du 12 décembre. Donc, ça s'est hyper bien goupillé, c'est un hasard. Je ne saurais jamais si j'avais accouché à un autre moment ce qui serait passé. Mais après, Psychologiquement, tu t'es dit, punaise, voilà. Coco, faut que tu sortes. Hein. Exactement. Pendant 2 mois, j'ai jamais été seule avec mes 2 enfants. C'est toujours une claque, en fait, l'arrivée d'un enfant. Peu importe, le premier, c'est tout nouveau. Le deuxième, il y a le premier à s'occuper. Ouais, c'est ça, Quand on allait ou qu'on donne le biberon toutes les demi-heures des fois, ou ces choses-là, moi je me vois quand je me pose pour allaiter pendant 20 minutes, ma grande, qui était pas si grande que ça à l'époque, elle avait 2 ans. En fait, elle peut me retourner la maison pendant ce en temps. 20 et minutes, puis... il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, Hein. exact. Ouais. Le nombre de fois où j'ai dû poser mon bébé, Ouais. stopper l'allaitement, puis en fait, là, ça s'est passé beaucoup plus tranquillement. Quand tu te retournes là, tu vois tout ce que tu as fait là. Qu'est-ce que tu te dis maintenant par rapport à tout ça? J'ai quand même des moments où, quand je vois ce qui se passe autour, où je me dis, j'y suis arrivée, j'ai 3 enfants qui se portent à peu près bien, qui sont à peu près bien éduqués, et puis qui ont l'air d'aller bien, et puis qui évoluent bien. Mais j'ai toujours ce premier postpartum qui vraiment est là. Très souvent, j'y pense. Vraiment, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'y pense pas. Okay. C'est comme si, vu que je m'étais autorisée de crier sur ma première, je recrie plus facilement sur elle. Ce que je fais pas avec mon deuxième ou mon troisième, comme si j'avais pas passé ce cap avec eux et que du coup je m'interdisais encore de le faire. Comme quand on dit le premier gros mot avec ses parents, puis que oh, mon Dieu c'est horrible, puis après c'est moins grave. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu penses que... Je sais pas, je crie plus facilement avec elle. J'arrive pas à expliquer pourquoi, si c'est parce que je pense qu'elle me fait aussi beaucoup écho de par sa sensibilité. Quand elle s'énerve par exemple, puis qu'elle crie ou comme ça, j'ai l'impression que c'est moi en fait. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait que tu as crié une première fois sur elle peut-être. Oui, effectivement. Ce que tu me dis. Effectivement. C'est vraiment ça, et quand je vois comment elle est sensible et tout, je pense que je me dirais encore longtemps que c'est de ma faute, et que peut-être que si j'avais été bien dans ma peau, que j'avais pas crié, que j'avais été plus à l'aise et plus entourée à ce moment-là, que j'aurais eu un plus beau postpartum, peut-être qu'elle serait pas comme ça aujourd'hui en fait. Ça, c'est quelque chose qui me reste. Et il y a des moments où il y a la professionnelle dans ma tête qui arrive puis qui dit mais non, en fait, ta fille, elle a peut-être ce caractère, et puis elle est peut-être plus sensible qu'un autre parce qu'en fait c'est sa personnalité en fait. Encore crier sur son enfant quand il fait une bêtise ou comme ça, voilà, ça arrive, mais crier sur un bébé, il a rien fait en fait. Enfin, un nouveau-né, il fait rien, il a juste faim, envie de dormir, et il fait pas de bêtises, il fait pas de crise, il fait pas toutes ces choses-là. C'est vraiment un être à 100% dépendant de nous. Et c'est pas possible, ça sert à vraiment rien, c'est pas possible de crier, et du coup je reste bloquée là-dessus en fait. Mais toi, ça t'a fait réaliser quoi? De faire ça en fait? Ça m'a Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté déjà de me rendre compte que émotionnellement je suis quand même quelqu'un de sensible, vraiment. J'ai besoin d'être entourée au quotidien dans mon rôle de mère, que je ne serai jamais une mère au foyer aussi, vraiment pas. Ouais, ça fait quoi de savoir ça?
Je pense que c'est bien pour pas le reproduire, en fait, puis pour savoir qui je suis vraiment et d'ailleurs, ça m'a permis de faire autrement avec, mon 2e et mon 3e donc ça m'a appris plein de choses sur moi. Ça m'a fait évoluer au final. J'aurais voulu l'apprendre autrement peut-être, que j'allais utiliser le terme «utiliser ma fille», mais parce que j'ai l'impression que c'était un peu un cobaye, enfin, c'est horrible de dire ça, mais c'est elle qui m'a appris tout ça, alors qu'en fait, c'était peut-être pas à elle de me l'apprendre et pas à elle de subir ça, en fait, c'était pas à elle de me faire évoluer, en fait, Ok, sur ben ça. si c'est pas elle qui t'avait fait évoluer, ça aurait pu être qui du coup? Alors là, c'est une bonne question. C'est peut-être quelque chose qui se serait passé plus tard. Oui, effectivement. Et au lieu d'avoir une fille sur qui t'as crié, t'aurais crié sur les trois. Oui, peut-être. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Oui, effectivement. Et en fait, c'est vrai, enfin, moi, la culpabilité, j'ai appris à la connaître, c'est devenu une pote, hein, elle est toujours un peu autour de Oui. moi depuis que je suis maman. Mais en fait, c'est vrai, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on pense qui auraient été mieux si on n'avait pas crié, si on n'avait pas fait ci. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'ai appris à me connaître. Oui. Ça a quoi pour toi comme valeur aujourd'hui de savoir que cette situation-là, ça a t'aidé à t'apprendre à te connaître? Oui, oui. Je pense que ça m'a ouais, j'ai vraiment grandi, en fait. Enfin, toutes ces choses-là, elles m'ont apporté plein de choses et puis, je me rends compte aussi qu'en tant que professionnelle, ça m'a fait voir plein d'autres choses et puis quand je vais chez les parents, je suis peut-être pas la même chose que si j'avais pas vécu ça. Donc, je suis très dans le but de mon travail, je dis toujours, c'est de redonner confiance aux parents en eux, en fait, pour qu'ils puissent avancer tout seuls et que je n'aie pas besoin de revenir. Mon but, c'est toujours de jamais revenir dans les familles. Et oui, et peut-être que j'aurais vécu autrement, peut-être que je me serais dit, vu que mon retour au travail, c'était compliqué, j'aurais peut-être arrêté le travail, puis me dire, bah, je reste à la maison. Enfin, on grandit avec ces expériences, effectivement. Mm. On grandit. Ben, comme tu le disais avant aussi, tout au début, tu disais j'ai idéalisé plein de choses de la maternité, mais c'est que quand ces expériences arrivent, c'est de se dire finalement, ben, il y a l'idéal et puis il y a la réalité, Oui, quoi. effectivement. Et puis en fait, la réalité, ben, c'est pas les bisounours. Non, c'est clair. C'est bien d'en parler, puis d'oser le dire, parce que Ouais. on veut tellement s'idéaliser, on doit tellement être parfait comme parent et gérer tout. Bon, on est tout seul face à ça et puis il y a des émotions, il y a la fatigue, il y a plein de choses. Voilà. On fait au mieux, hein. Exact. Souvent, on fait juste au mieux. Oui. Avec ce qu'on a Oui. à l'instant T, ce qu'on a en termes de capital sommeil, en termes de vie sociale, en termes de santé, de, comment dire, physique. Et c'est des fois pas facile, quoi. Après, avec ton mari, vous avez pu vivre ces deux autres postpartum de manière complètement différente. Et comment ça t'a réconcilié avec cette période peut-être? Ça s'est tellement mieux passé que en fait, c'était évident que ça me réconciliait avec parce que pas tout a été beau, parce que j'ai quand même eu des allaitements compliqués à chaque fois, mais il y avait quelqu'un avec moi et il y avait un appui. J'ai vraiment eu l'impression d'apprécier ces moments à la maison, chose qui me hantait avant. À chaque fois qu'on me disait «Ah, c'est cool, t'accouches bientôt, tu vas être 5-6 mois à la maison et tout», et je disais «Mais mon Dieu, horrible quoi». Tu disais horrible parce que tu avais ce souvenir de Oui. comment ça s'était passé avec ta Exactement. première, hein. Exactement. Et d'ailleurs, je pense aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été arrêtée très très tard dans mes grossesses. J'ai toujours travaillé presque jusqu'au bout. C'est vraiment parce que ce moment où, entre guillemets, on m'arrêtait de travailler, j'allais me retrouver chez moi et mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'allais me retrouver avec moi-même, j'allais me retrouver avec mes enfants, j'allais me retrouver avec toutes ces choses-là et je voulais pas du tout. Et en fait, déjà pour ma deuxième, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai apprécié ces moments-là, que avant d'accoucher le mois d'avant, j'ai finalement pu profiter et prendre du temps pour moi aussi. Et le après, il était autre parce que vu que j'avais déjà ma première, j'ai aussi pu faire des trucs qu'avec ma première. Dès que j'ai pu un petit peu lâcher ma deuxième, j'allais faire les courses avec elle ou faire une petite balade qu'avec elle, etc. Et je pouvais laisser ma deuxième avec mon mari. Enfin, j'ai pu profiter autrement et faire d'autres choses en famille, ensemble. C'était vraiment ces moments où on se retrouve et où on se retrouve aussi finalement en tant que couple, parce que autant on s'est perdu la première fois, autant dans ces moments-là on s'est retrouvés. On faisait plein de choses ensemble qu'on ne fait pas forcément toujours quand on est dans le stress du quotidien avec le travail, avec les horaires, etc. Le troisième, c'était encore mieux, quoi. Il est resté
resté 3 mois et demi à la maison et tout était beaucoup, beaucoup mieux. Et la reprise du travail s'est faite tellement bien, en douceur, pour lui et pour moi. Et qu'est-ce qui a changé, tu dirais, là, peut-être dans ton comportement? Je sais où sont mes limites, je me connais mieux, je connais aussi mon mari dans cette maternité que je le connaissais pas la première fois, je savais pas. La semaine passée, je lui ai fait la remarque et je lui ai dit que je le trouvais tellement chou avec notre dernier, tellement investi, tellement à rigoler. S'il est en train de jouer dans le parc puis que mon mari passe pour aller chercher quelque chose, il va lui faire un petit sourire et tout ça. Et en fait, je lui ai dit t'es bien présent. Lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, il travaille avec des grands. Donc, il ne travaillerait pas du tout en nurserie, par exemple. C'est vraiment un âge de base qui ne lui convient pas trop. Du coup, je suis restée dans cette idée que quand il serait petit, il s'intéresserait moins à eux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun rapport. C'est juste qu'il n'a pas pu le faire et que je ne l'ai pas vu le faire parce qu'il ne pouvait pas, en fait. Donc, en fait, j'ai appris à découvrir mon mari aussi avec un bébé. Mais tu dirais qu'il s'est découvert lui aussi? Je pense. Il a toujours voulu des enfants, mais c'était pas une envie comme moi qui l'habitait. Je pense que s'il avait rencontré une femme qui lui avait dit on fait pas forcément d'enfants, puis qu'il était très amoureux, il l'aurait peut-être accepté. Et lui, il m'avait parlé d'1 ou 2 enfants. Enfin voilà, c'était autre chose pour lui. Et là, il se retrouve avec une famille nombreuse. Et je vois qu'il est épanoui là-dedans. Vraiment que ça lui convient. Et du coup, là maintenant, je commence toujours mes phrases par « et du coup ». Ça me fait repenser à d'autres trucs. Donc du coup, maintenant, le dernier à 6 mois, donc comment tu as recommencé à... Bah oui, bien sûr. J'ai recommencé il y a 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc ouais. Ok. Et là, comment se passe la reprise? Hyper bien. Déjà, c'est la première fois que j'ai eu une garde au 1er octobre. Donc, en fait, il a commencé la garderie et l'adaptation fin septembre. Donc, en fait, j'étais dispo pour aller le chercher aux adaptations. Donc, j'avais jamais vécu ça. C'était incroyable. Pour mes 2 premières filles, étant donné que j'avais pas de moyens de garde quand j'ai repris le travail, en fait, c'est ma mère qui s'est pas mal occupée de ça. J'étais pas du tout présente dans cette nouveauté. J'ai pas vécu les adaptations de mes premières. Je comprends, Ouais, c'est ma mère qui s'en est beaucoup chargée. Et d'ailleurs, je la remercie, mais je me dis aussi que si j'avais pas eu ma mère, qui c'est qui aurait géré ça? Là, j'ai pu vraiment vivre tout dans l'ordre qu'on devrait vivre. C'était parfait jusqu'au bout, c'est-à-dire j'ai eu mon mari à la maison 3 mois et demi, lui il a repris le travail en douceur, l'adaptation de mon fils quand j'étais encore en congé maternité, le début de la garde, 2-3 semaines après le début de la garderie, j'ai moi recommencé le travail. Donc en fait, tout s'est enchaîné de manière normale, si j'ose dire. Plus fluide, plus sereine aussi. Ça a été quoi, toi, ton ressenti quand du coup tu as pu aller le chercher à la garderie? Moi, j'étais hyper heureuse en fait. Déjà, j'ai pu passer 1 heure avec lui à la garderie. Et de découvrir ça. En fait, j'ai pu découvrir ce nouvel environnement avec lui. Il avait quand même que 5 mois, donc je l'amène dans une collectivité. C'est nouveau pour lui. J'ai vraiment apprécié ces moments. C'était nettement moins stressant aussi. En fait, c'est marrant quand tu parles de ça, je te demande ce que tu ressens parce que ça a l'air d'avoir été quelque chose de hyper important. Oui. Comme pour, je veux pas dire effacer, mais refaire un peu l'équilibre des choses. Ça te parle ou bien? Oui, effectivement. Ouais, je vois aussi pouvoir faire, en fait, comme j'allais dire correctement, mais comme j'aurais voulu faire, oui, effectivement. Comme j'aurais voulu faire avec ma première, et puis comme j'aurais voulu faire un poil mieux avec ma deuxième aussi, en parlant de la garderie. Et moi, je mets une grande importance dans l'accueil en garderie parce que je mets mes enfants à la garderie parce que je dois les mettre à garder, mais aussi parce que je suis une fervente convaincue des bienfaits de la collectivité. Donc en fait, c'est une étape importante pour moi. 5, 6 mois, même 3 mois. Enfin, c'est hyper tôt, ils sont vraiment tout petits. Je suis d'accord avec ça. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça? C'était une petite crainte parce que ma première a commencé à 1 année la collectivité, ma deuxième à 8 mois. Je trouve que 5 mois, et même avant, moi j'ai accueilli une fois en nurserie une petite qui avait juste pas 4 mois aussi. Je trouve que c'est trop petit, c'est minuscule. Moi je trouve qu'il devrait pas y avoir d'accueil avant minimum 6 mois. Autant je suis pour la collectivité, autant avant 6 mois c'est compliqué. Et là c'est plus la professionnelle qui parle aussi. Les enfants ils sont en constant changement de rythme. À cette période, il y a tout le temps quelque chose qui change. Quand on croit que c'est fait, 1 semaine après, ils changent les rythmes de repas. Après, ils passent au purée. Après, ils passent à ci et ils passent à ça. Et je trouve que c'est entre 4 et 6 mois, quand tout se passe bien, bien évidemment, que ça se stabilise et puis qu'il commence à y avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Et moi, je trouve difficile au quotidien d'amener mes enfants à garderie qui sont tout petits et de devoir tout le temps redonner un max d'informations le matin parce que il a rechangé de rythme et puis parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça.
Et je le vois aussi dans mon travail, vu que je travaille en nurserie. Il y a plein de fois où ce qu'on a fait, ça, c'est pas totalement ce que le parent aurait voulu, mais en même temps, nous, la réalité faisait qu'à ce moment-là, il avait faim ou il était fatigué. Enfin, on est en train de jongler entre ça et ça. C'est trop petit. Je dirais pas avant 6 mois, l'idéal. C'est pas un sujet, j'avoue, où je culpabilise beaucoup. Le fait qu'il ait 5 mois, ça m'a un peu stressée. J'avoue que s'il avait eu 6 mois, c'est bête, hein, c'est qu'un petit mois d'écart, j'aurais moins stressé. Je culpabilise moins, mais je pense que ce qui m'aide, c'est parce que je travaille dans le domaine et que je sais à qui je confie mon enfant et que c'est des professionnels. Et... Ouais, du coup, tu as une autre vue. Oui. Tu as une autre vue de la situation. Moi, je me rappelle un truc qui m'avait énormément aidée quand j'ai posé mon premier à la crèche les premières fois. C'était très compliqué. La séparation, c'était hyper dur. J'avais fait des ateliers hebdomadaires pendant plusieurs mois dans cette crèche. Je connaissais les gens et surtout, à tous les parents qui nous voient, c'est que j'ai halluciné le comportement de l'enfant quand le parent est là, il pleure, c'est la fin du monde et tout. Tu fermes la porte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, vraiment. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Chaque fois que je posais mon fils, j'avais quand même énormément de culpabilité et je devais quand même vraiment prendre un temps pour me dire, ok, Camille, respire. Bon, les premières fois, c'était terrible. Vraiment me dire, ok, alors déjà, tu sais pourquoi tu le fais. Parce que moi aussi, ce côté maman au foyer, j'avais compris que j'avais besoin d'autre chose. C'est pas facile aussi d'accepter ça, je trouve. Et de se rappeler, de dire, ok, mais rappelle-toi que quand ils ferment la porte, après... généralement, ça passe. Mais je trouve aussi que c'est hyper important c'est une manière pour eux aussi d'apprendre que ça se passe comme ça. Puis à la fin de la journée, maman, papa revient. Et c'est vraiment un apprentissage pour eux, c'est énorme. Oui. Un apprentissage, c'est une adaptation. On parle toujours de l'adaptation pour l'enfant, mais moi, je parle beaucoup de l'adaptation pour le parent. Absolument. Vraiment. Et je pense que c'est le sujet où, effectivement, est plus simple pour moi parce que j'ai l'envers du décor. Donc, je connais cette réalité-là de la collectivité. Tu parles d'adaptation pour le parent. En fait, quand tu t'es présentée tout au début, tu as dit donc, que tu étais éducatrice sociale. Par contre, ce qu'on s'est parlé juste avant, c'est que du coup, maintenant, tu as commencé une activité de coach parental. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching parental? C'est tout ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon travail depuis mes 18 ans et aussi ce que je me suis rendu compte en tant que maman. Et aussi, finalement, le bachelor en éducation sociale, ils nous font aussi beaucoup grandir, ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, les parents, ils sont seuls. Le nombre de fois où je discute avec des parents et où ils me disent qu'ils galèrent pour ça ou qu'ils galèrent pour ça, et c'est pas forcément mon rôle de m'immiscer là-dedans et d'aller les aider, etc. Et il y en a qui demandent ouvertement des conseils et donc on peut se permettre de conseiller un minimum. C'est pas mon rôle et en fait je me suis dit mais ils sont tout seuls en fait. Il y a plein de choses, par exemple on me dit souvent ah mais toi t'as de la chance, tes enfants ils ont fait leur nuit très vite, etc. et toutes ces choses-là. Puis je dis en fait j'ai mis en place des choses pour y arriver mais parce que j'ai les clés aussi pour y arriver. Et je me dis mais si j'avais pas eu tout ça, ça serait parti en vrille. Il faut partager ça et il faut aider les parents là-dedans et vraiment les parents ils sont seuls. Besoin, en fait. Oui, mais un besoin mais énorme, vraiment. Et le 0-4 ans, je trouve que c'est une période hyper charnière. Il y a une orthophoniste qui dit que la petite enfance c'est aliénant. J'aime beaucoup quand elle dit ça. Et en fait, on peut pas être seul là-dedans. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir aider les parents et les aider aussi à se repérer. On parlait avant de tous ces conseils qui arrivent de partout, qui sont des fois aussi culpabilisants. Et il faut pas laisser pleurer, il faut laisser pleurer, il faut porter, il faut pas trop porter. Et le job que je fais essentiellement à domicile, en fait, c'est de discuter avec les parents et de leur demander eux ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont envie. Je leur ramène un petit peu des faits théoriques, etc. Mais après, le but, c'est quand je fais une prise en charge sommeil, c'est ensemble qu'on met en place le entre guillemets plan d'action pour résoudre les problèmes. Ouais, parce qu'après chaque famille fonctionne différemment. Et... Le fait que je sois éduque, j'ai aussi l'impression des fois que mes enfants, ils doivent être parfaits en public. En fait, j'ai l'impression de tout le temps que mes enfants, je dis souvent que mes enfants, c'est ma carte de visite. C'est intéressant ça. Ouais. J'ai l'impression que ma grande d'ailleurs elle sent ça parce qu'elle a le don de me faire une petite crise en public à la garderie où tout le monde me connaît et où tout le monde sait qui je suis. C'est des moments où ça me rend folle. Avec mon troisième, je commence à gérer le regard des autres quand je suis ailleurs, quand je suis en vacances, etc. S'il y en a un qui s'énerve par terre et tout, je gère assez bien. De mieux en mieux, ce que je faisais pas avant au tout début, ça reste hyper compliqué de manière générale, hein, même quand on n'est pas éducateur, quand il y a notre enfant qui fait une crise dans le milieu du magasin puis qu'il y a tout le monde qui nous juge en direct, voilà. Ouais, j'ai l'impression j'ai le sentiment, sûrement à tort, qu'on me regarde beaucoup plus qu'un autre parent. On va juste attendre qu'ils finissent de sonner.
C'est quoi pour toi une carte de visite? C'est ce qui me définit, c'est ce qui définit la professionnelle que je suis. C'est censé être joli, c'est censé être attiré en fait et donner envie. Et c'est ce qui on dit met en avant mon travail et vend mon travail en fait, vend la personne que je suis et la professionnelle que je suis en fait. Alors, je vais te présenter 2 cartes de visite, puis tu me diras celle que tu préfères. Ok. Tu as la première carte de visite elle a un papier glacé, elle est nickel, elle a des coins parfaits et tout ça. Elle est vraiment à une jolie police, une couleur, tout est vraiment nickel. Et puis derrière, il y a ces enfants qui font n'importe quoi. Et puis elle qui n'est pas du tout alignée avec ses valeurs. Et puis voilà, mais la carte de visite, elle est top, hein. Ouais. Et puis les enfants, quand ils sont... la carte de visite, quand on la montre, elle est nickel, hein. Et puis tu as l'autre carte de visite qui est réelle. Elle a des coins un petit peu cornés, parce que quand tu la mets dans la poche ou dans le porte-monnaie, elle vit. Et puis les enfants, ils font des crises, parce que c'est des enfants. Oui. Et puis, mais par contre, ce qu'elle a, cette carte de visite, c'est qu'elle est alignée avec ses valeurs. Elle sait exactement pourquoi elle fait ça. Et puis en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'elle montre aux parents que les enfants, ils sont là, ils font des crises, mais en fait, ça veut rien dire. Oui. Parce que c'est pas ça qui les définit, Oui. ni les enfants, ni la maman. C'est laquelle carte de visite que tu préfères? La deuxième, clairement. Mais ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce qu'au final, c'est ce que je conseillerais si j'avais une amie qui me parlait de ça et je dirais la même chose. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu plus osé parler de ce qui se passait dans ma maison. Il y a une des assistantes médicales à mon père qui a commencé il n'y a pas longtemps, avec qui je discutais. Puis je parlais en même temps avec l'autre derrière et je lui ai dit ah, je me suis énervée hier contre mes enfants, c'était une journée horrible, j'ai fait que de crier toute la journée et tout. Et la première assistante médicale, avec qui j'ai encore peu de liens, elle me regarde et elle me fait toi, tu cries sur tes enfants? Et je lui dis oui, ça m'arrive. Elle me fait tu te rends même pas compte à quel point ça me fait du bien d'entendre ça, parce que je te voyais arriver au cabinet avec tes 3 enfants, j'avais l'impression que tu gérais tout le temps et tout, que tu étais au taquet, et moi je me vois avec un seul enfant et c'est pas toujours facile et ça me fait tellement vraiment du bien. Et en fait ça m'a marqué qu'elle me dise ça. Mais tu vois, toi qui veux avoir un impact auprès des parents, comment tu peux les inspirer quand tu montres aussi cette facette de toi, quoi? Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avoue que souvent en consultation, je suis souvent très honnête sur ma réalité en fait. Ouais, mais même si t'es pas forcément en consultation, tu vois, Oui, même dans l'environnement comme ça, en fait, finalement, ça rejoint tellement cette authenticité, et ce fait d'être vrai. Je pense que dans l'échange qu'on a, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de transmettre. Et au-delà d'être une carte de visite, c'est vraiment une carte à jouer, oui, quoi. effectivement. Parce que ça parle aux autres. Oui, vraiment. C'est vrai. On s'est dit plein de choses, hein. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu encore dire, qu'on n'a pas abordé Si j'avais encore une chose à dire, c'est de demander réellement aux mamans ou aux papas comment ils vont. C'est quelque chose qui m'a marquée parce que ma sœur, elle a pas d'enfant et vraiment, elle en veut pas. Mais elle est très proche des miens, elle est très présente pour moi. Et des fois, elle me téléphone ou elle vient, puis elle me dit ça va? Puis je lui dis oui, ça va. Et souvent, le réflexe, c'est de répondre en parlant des enfants. Et elle me dit souvent mais toi? Comment tu vas? Et une fois, la première fois qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit c'est vraiment sympa de me demander en fait, parce qu'on nous demande pas. Et j'aurais envie de dire que il faut demander, mais pas juste un ça va, comme on se dit hello, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, oui. Salut, ça va? Voilà, vraiment ça. Ça, de hein. vraiment s'intéresser à la personne en fait. Ouais, ça change quoi, ça? Je pense que ça change tout parce que peut-être qu'à l'époque, si on m'avait demandé comment j'allais, j'aurais peut-être vu qu'il y avait une petite porte. Et je me serais enfilée dedans et j'aurais peut-être fait les choses différemment. Je serais peut-être restée moins seule moins longtemps. Donc je pense qu'il y a plein de parents qui sont dans cette situation, puis que si on leur montre qu'il y a une petite porte et puis qu'ils peuvent venir, ça va ouvrir plein de petites portes et ça va leur apporter plein de choses. Ça me parle aussi parce que je pense que c'est vrai que souvent on dit juste le ça va par habitude, et en fait même nous-mêmes, ça nous permettrait peut-être aussi de se poser la question. Effectivement, oui, oui, aussi. En fait, simplement de se dire ouais, mais en fait, comment est-ce que je vais vraiment, parce que je suis pas sûre que tout le monde se pose vraiment la question. Oui, effectivement. Sincèrement. Oui. Surtout quand on a la tête dans le guidon et puis qu'on fonce.
Ouais, effectivement, c'est vrai aussi. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te met du baume au cœur quand tu te lèves le matin? Bah, ma famille et clairement mes enfants, même si des fois, j'en peux plus, c'est eux qui me donnent plein de force et puis, j'ai une chance incroyable d'être tellement bien entourée, que ça soit par mon mari, que ça soit par mes parents, ma sœur et par des amis. J'ai vraiment des amis incroyables et qui sont là et puis qui m'entourent vraiment et que si je vais pas bien, je sais que je peux leur dire et avec qui, au fait, finalement, je dis tout. Je pense que cette maternité m'a fait comprendre aussi ça. C'était hyper riche. Merci beaucoup Mmh. pour ton partage. Tu as apporté quelque chose. Et je savais pas si ça te parlerait, mais Mmh. maintenant, du coup, j'ai vraiment aucun doute que ça te parle. Trop bien, j'ai hâte de le lire. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.